Là, on va surtout s'intéresser maintenant à une partie qui est très importante, ça va être le cycle viral. Donc là, on a vu un petit peu à quoi ressemblait notre virus. Maintenant, on va regarder comment il interagit avec la cellule et comment il arrive à détourner la machinerie cellulaire pour pouvoir se répliquer. Donc la multiplication des virus, quand on parle de multiplication des virus, c'est un terme un petit peu impropre et c'est vrai qu'on va plutôt parler de la réplication virale. On ne peut pas parler de croissance à proprement dit, on ne va pas parler d'une croissance puisque les virus ne se multiplient pas sur un milieu dans lequel il y aurait simplement quelques protéines et un petit peu de sucre ou des choses comme ça, donc des nutriments. Ce sont des parasites intracellulaires obligatoires, comme on l'a vu au début du cours. Et en fait, ils vont détourner la machinerie cellulaire pour produire de nouveaux virus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de réplication virale. Donc lors du cycle de réplication virale qui va se passer chez la cellule, on va avoir une réplication du matériel génétique, des protéines de capsid et éventuellement des glycoprotéines de l'enveloppe chez les virus qui sont enveloppés. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, on va voir que, je vous mets ça en attendant, vous allez voir que le virus va apporter quand même certains éléments qui vont lui être essentiels pour qu'il puisse se répliquer, mais il va aussi bien sûr utiliser énormément de choses dans la machinerie de la cellule. Donc en gros, il va détourner cette machinerie cellulaire. Donc ici, je vais vous présenter un petit peu ce qui provient du virus et qui sera noté en rouge et ce qui provient de la cellule hôte qui sera noté en vert. Donc l'information génétique, bien sûr, c'est le génome viral. Donc ça provient du virus en lui-même, qui est donc de l'ARN ou de l'ADN, comme on l'a déjà pas mal répété. Alors les matières premières, c'est-à-dire les ressources qui vont former les nouveaux constituants des nouveaux virions, donc ça va être par exemple des acides aminés, des acides gras, des sels minéraux, tout ça, ça va se trouver dans la cellule et ça va être fourni par la cellule. Donc là, vous voyez déjà que le virus, concrètement, il va venir, en gros, un petit peu pomper les ressources de la cellule et en gros demander à la cellule d'utiliser ses propres ressources pour pouvoir former des nouveaux virions. La source d'énergie, c'est l'ATP. Concrètement, la machinerie cellulaire, l'usine, entre guillemets, si vous voulez, eh bien, c'est la bactérie. Donc, c'est l'ATP c'est la cellule, pardon. Donc, c'est l'énergie que produit la cellule qui va être utilisée pour produire des virus. Donc, c'est de l'ATP cellulaire, notamment. Pour les enzymes, on va retrouver un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enzymes qui vont être utilisées directement à partir de la cellule, mais on a aussi certaines enzymes, par exemple des kinases, qui peuvent être amenées par le virus pour pouvoir réaliser son cycle. Par exemple, le VIH, c'est un virus un petit peu particulier qui doit réaliser une transcription inverse. C'est un virus à ARN, mais qui doit repasser par une forme ADN. Et bien pour ça, pour faire de l'ADN à partir de l'ARN, il faut une transcriptase inverse. Les cellules n'ont pas de cette transcriptase inverse. Et donc, il va falloir que le virus amène cette enzyme particulière. Donc bien sûr, vous voyez que c'est un phénomène qui est relativement complexe. Et dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que notre virus, il va détourner la machinerie cellulaire qui, progressivement, va se mettre à ne faire plus qu'une chose, c'est produire des nouveaux virus. Et en général, à la fin du cycle viral, ça se finit rarement bien pour la cellule puisqu'elle finit systématiquement par se lyser et mourir. J'ai pris un petit peu d'avance sur ce que je vous explique ici, mais globalement, voilà, la cellule finit par ne plus agir pour elle-même et pour l'organisme. Il n'y a plus de synthèse protéique normale, plus de sécrétion endocrine ou exocrine, etc. Et au final, la cellule ne fait plus que produire des nouveaux virus. Donc le cycle de réplication, concrètement, quelles sont les différentes étapes qu'on va y retrouver? Voilà, donc une chose importante qu'on verra plus l'année prochaine, c'est ce qu'il vient de dire à la fin, c'est-à-dire que les antiviraux, ils ne vont pas venir perforer le virus. C'est un petit peu comme les antibiotiques pour les bactéries. Globalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de cibler une étape du cycle viral pour empêcher cette étape de se former correctement. Donc en gros, si on comprend le cycle viral, on sait à quel moment est-ce qu'on va pouvoir agir, par exemple.
Et alors, il y a un détail qui a été montré ici aussi auquel il faut faire attention, c'est que ici, le génome viral, il finit par rentrer dans le noyau de la cellule, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est vraiment dépendant du type de virus. Il y a certains virus pour lesquels le génome va rentrer à l'intérieur du noyau et d'autres virus pour lesquels ça va rester complètement en dehors. Donc ça, c'est assez. Là, c'était vraiment un exemple. Pareil, on vous dit, là, c'est un virus à ADN, il faut qu'il soit transcrit, etc. Mais bien sûr, pour les virus à ARN, il y a des petites spécificités. Donc, je vais vous donner, on va voir un petit peu quelques exemples. Et ce qu'il faudra voir dans les différents cycles viraux qu'on va voir là, c'est vraiment la spécificité du cycle du virus en lui-même à reconnaître. Donc, si on résume, vous avez l'ensemble de ces étapes qui sont schématisées ici. Vous avez tout d'abord la phase d'attachement. Donc là, ça va être la phase de reconnaissance entre soit les glycoprotéines, soit les protéines de capsid du virus et des récepteurs spécifiques qui sont présents à la surface de la cellule. Bien sûr, des récepteurs, vous en avez des milliers différents. Et en fonction du type de cellule, vous allez avoir certains récepteurs ou non. Ce qui fait que, par exemple, un virus comme le virus influenza ou le coronavirus va être plutôt spécifique de tout ce qui est récepteur au niveau des cellules respiratoires. Okay. Et après, vous pouvez avoir une certaine plasticité. Il y a certains virus qui peuvent parfois ponctuellement réussir à infecter d'autres types de cellules que celles pour lesquelles ils sont spécialisés. Donc, phase d'attachement, ensuite phase de pénétration ou de fusion. Alors pour les virus nus concrètement, on verra un petit peu le détail après, mais il va y avoir une invagination de la membrane plasmique pour pouvoir faire rentrer le virus. Et puis certains virus qui sont enveloppés, eux, vont directement venir fusionner avec la membrane plasmique pour libérer la capside à l'intérieur. Vous voyez, vous avez exemple ici de fusion, et ici c'est la pénétration par endocytose où vous avez encore la membrane cellulaire qui est autour. Ensuite, vous avez une libération de la capside à l'intérieur de la cellule, puis une décapsidation, c'est-à-dire que la capside va se dégrader et libérer le génome viral à l'intérieur de la cellule. Ensuite, alors encore une fois ici on vous montre l'exemple avec le noyau, ce n'est pas systématiquement le cas. Vous avez une réplication du génome viral. Alors, formation des brins complémentaires et puis réplication du génome viral. Alors ici, ce qu'il faut rajouter, c'est que vous avez une réplication plus une transcription, parce qu'il va vous falloir les ARN messagers pour faire les nouvelles protéines virales. Et ces nouveaux ARN viraux vont être eux-mêmes traduits en protéines. Donc là, vous avez les ARN et les ARN messagers viraux. Ici, vous avez les nouvelles protéines virales qui sont en train de s'assembler en protomères, en capsomères, pour au final former la nouvelle capside. Vous avez ensuite donc la phase d'assemblage où tout va venir s'imbriquer. Et ensuite, vous avez les nouveaux virions qui vont pouvoir venir jusqu'à la surface de la cellule et bourgeonner. Alors, on vous dit ici bourgeonner. Vous pouvez avoir un bourgeonnement qui se passe quand les virus sont des virus enveloppés. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont passer à travers la membrane plasmique et garder leur enveloppe. Bien, alors cette étape peut avoir lieu ici aussi, comme je vous le disais, ça peut être au niveau de la membrane nucléaire, mais concrètement, ils vont garder leur enveloppe. Et concrètement, ce qui se passe si vous êtes sur des virus nus, en fait, les virus nus vont s'accumuler à l'intérieur de la cellule jusqu'à ce qu'ils soient tellement nombreux qu'ils fassent éclater la cellule et que la lise que la cellule entre en lise et donc que les nouveaux virions soient libérés. Donc, on va regarder un petit peu ces différentes phases. Tout d'abord, la phase d'attachement. Donc là, c'est des choses que je vous ai déjà un petit peu expliquées. Vous avez une interaction entre le virus et les cellules via un système un petit peu type clé-serrure entre les protéines ou glycoprotéines du virus et puis les récepteurs cellulaires. Donc ça va reconnaître spécifiquement ces récepteurs-là. Et donc après, on peut avoir des récepteurs qui sont plus ou moins spécifiques en fonction des types de cellules. C'est pour ça que je vous disais que vous avez des virus qui vont être très spécifiques de certaines cellules et certains qui peuvent avoir une certaine plasticité. C'est comme ça qu'on a parfois des virus qui finalement, il y a de nouveaux variants viraux qui vont être plutôt spécifiques finalement d'un organe un petit peu différent ou bien même avoir des sauts d'espèces. Par exemple, tout ce qui a eu lieu au tout début de la pandémie de SARS-CoV-2, c'était un petit peu cette histoire-là, c'est-à-dire que vous aviez des glycoprotéines caractéristiques d'un animal et puis au final elles ont un petit peu muté, ce qui fait qu'elles ont pu passer
elles ont pu infecter un humain et donc après, ce nouveau variant crée un nouveau virus chez l'homme qui peut se multiplier et se transmettre et a pu se transmettre chez l'homme. Encore une fois, je prends un petit peu d'avance, mais voilà, c'est un petit peu. Là, vous avez l'exemple avec la grippe aviaire, une mutation qui fait que, au final, la glycoprotéine est un petit peu différente et finalement, elle peut potentiellement aller reconnaître une cellule d'une autre espèce. Alors là, vous avez encore une fois quelques exemples où on reprend, par exemple, donc vous avez ici, si on prend celui du VIH, vous avez une glycoprotéine virale GP120 qui, elle, va être spécifique de la protéine cellulaire CD4 chez les lymphocytes T. Et en fonction des différents virus, vous avez des protéines virales caractéristiques de protéines cellulaires. Okay, donc vous avez une conformation spatiale qui est bien spécifique de la cellule qu'on veut reconnaître, et d'un récepteur particulier de la cellule qui va être infectée. Ensuite, la phase de fusion-pénétration, j'ai déjà pris un petit peu d'avance, donc on va pouvoir passer un petit peu plus vite. Soit il y a une fusion des membranes, donc de l'enveloppe virale et de la membrane cellulaire, soit il y a une endocytose, donc une invagination de la membrane cellulaire qui va faire rentrer le virus à l'intérieur de la cellule. Alors, une chose très importante pour le virus, c'est qu'il rentre dans la cellule tout en préservant l'intégrité de la membrane plasmique. Pour différentes choses. Alors, l'idée c'est qu'il va empêcher la détection par le système immunitaire, parce que quand il est à l'intérieur d'une cellule, concrètement le système immunitaire a beaucoup plus de mal à le repérer, parce qu'il est caché dans la cellule. Il faut que la cellule reste intègre, puisque si la cellule est déjà défaillante au moment où le virus rentre dedans, il aura beaucoup plus de mal à l'utiliser pour se répliquer. Donc voilà, il faut que les conditions soient optimales, qu'il y ait un pH, le pH idéal, qu'il y ait présence des bonnes enzymes, etc. Donc là, vous avez le détail de la différence entre la fusion. Donc vous voyez ici, en gros, il y a la phase d'attachement ici, et ici la phase de fusion et la capside qui est directement libérée à l'intérieur de la cellule. Quand c'est une endocytose, alors l'endocytose peut avoir lieu à la fois chez des virus enveloppés et chez des virus nus. Et bien ici, vous avez cette vésicule qui est formée et qui va ensuite être détruite grâce à une acidification que le virus en lui-même va induire. Et chez les virus nus, là, c'est nécessairement par endocytose et de la même manière, la membrane ici va finir par se dégrader et puis ensuite le génome viral part sortir de la capside. Donc ici, vous avez des exemples avec le VIH qui va rentrer en fusion directement, puis une dégradation de la capside. Et chez le virus de la grippe, donc influenza, vous allez avoir ici une entrée par un endosome, donc par endocytose. Et cet endosome va finir par, alors ici, vous voyez, fusionner avec l'enveloppe virale pour libérer les nucléocapsides. Et puis encore une fois, après vous aurez la capside qui se dégrade et puis l'ARN qui est libéré dans le milieu. Et donc on va peut-être finir aujourd'hui sur la phase de décapsidation. Donc justement, ce qu'on vient de commencer à aborder un petit peu. Donc la phase de décapsidation, c'est la libération du génome viral à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est une phase qui est obligatoire pour que ensuite, le génome viral puisse servir de matrice pour pouvoir produire les ARN viraux, les protéines virales et produire les nouveaux virus. Donc, comme je vous disais, vous avez une libération du génome viral qui peut être variable. Alors ici, c'est un petit peu schématique. On va dire que c'est libéré au niveau du cytoplasme de la cellule pour le cas des virus ARN et dans le noyau pour les virus à ADN. Encore une fois, ça c'est un petit peu modulable. On va dire que ça c'est ce qui se passe généralement, mais qui n'est pas obligatoire et on peut avoir des petites spécificités en fonction des virus. Donc, comment est-ce qu'on libère le génome? Il va y avoir une modification tridimensionnelle de la capside. Ça peut être une dislocation totale ou partielle. On a des capsides qui vont être complètement dégradées, leur structure va être complètement dégradée, et d'autres qui vont simplement s'ouvrir, par exemple avec une partie, par exemple un capsomère en particulier qui va être un peu plus fragile, disons, et ce qui peut, par exemple, s'enlever comme un bouchon lorsqu'il y a une acidification.
du milieu. Et à ce moment-là, le génome peut passer à travers cette petite brèche. Et donc là, vous avez libération du génome et des protéines virales. Donc c'est ce que vous avez ici, ça c'est la phase de décapsidation. On ne va pas rentrer davantage dans le détail. Et puis j'aurais bien voulu qu'on finisse aujourd'hui. Non, on a encore pas mal de choses à voir sur le cycle viral et c'est des passages qui sont importants. Donc on prendra le temps de bien détailler le reste lors de la prochaine séance qui, je crois, vendredi prochain.